J'adore votre Donc je m'appelle Guillaume Coignard. Moi, mon métier premier, avant toute chose, je suis chanteur et musicien. D'accord. Et puis, voilà, j'exerce en parallèle 3 jobs, on va dire 3 métiers, qui sont prof de chant, coach vocal et puis directeur vocal. Alors justement, c'est super intéressant, parce que prof de chant, coach vocal, coach sportif, on voit, coach mental, on voit, on peut voir, tout ça. Prof de chant, on voit, et coach vocal, c'est quoi en fait? Ça se situe où par rapport à tout ça? En fait, un prof de chant, ça t'enseigne comment il faut bien chanter dans l'absolu. En général, tu auras ça sur une année de cours dans une école, tu vois, avec un programme défini qui mène à un concert de fin d'année. Parfait. Coach vocal, c'est différent. Coach vocal, on va me confier une personne en général, avec un objectif précis et surtout une deadline. On va me dire, pour telle date, telle personne doit être en mesure de faire un enregistrement, une audition, un casting, une tournée, un spectacle. Donc tu vois, il y a quelque chose où tu vas plus aller chercher toutes les caractéristiques de la personne pour les optimiser sur quelque chose. Le cours de chant, à un côté, il faut que ce soit bien fait dans la juste manière de faire les choses. Tu vois, coach vocal, tu vas t'adapter pour être efficace. Du coup, il y a un côté un peu plus rock'n'roll, faut s'adapter. À la fois, c'est plus passionnant, il faut vraiment s'adapter à la situation, à un besoin précis, avec un temps. C'est exactement ça. Tu dois trouver la bonne idée au bon moment pour la bonne personne. C'est ça qui est intéressant. Alors tu te sers de compétences de prof de chant pour ça, mais pas que. Tu vois, il faut aussi que tu connaisses l'univers, l'appréhension de la personne sur sa rapidité à prendre les choses ou pas, sélectionner les priorités. C'est aussi, le fait d'être chanteur, ça me permet d'être en empathie avec les gens en face et d'essayer, je l'espère en tous les cas, de bien comprendre, bien ressentir où ils en sont. Mais du coup, il y a un côté technique qui vient du prof de chant. Après, il y a un côté, j'imagine, assez psychologique. Tu sais quoi, je vais te citer Richard Cross, avec lequel je travaille. Je travaille encore. Et Richard qui disait que pour lui, il y a un art dans la pédagogie. C'est-à-dire que dans la notion de pédagogue, il y a vraiment un côté artiste. Exactement. Tu as ta manière de faire les choses comme un artiste a sa manière de jouer, sa sensibilité propre. Et je pense vraiment que chez le coach vocal, chez l'enseignant, chez le prof, il y a aussi cette notion qu'à un moment, tu trouves ta voix à l'intérieur, l'accès spécifique, et que ça, t'as une dose technique, mais t'as aussi ce ressenti qui va se jouer pas. Et du coup, en fait, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux pros, aux débutants? Parce que là, tu interviens dans le contexte d'un tremplin rock, sur des groupes qui sont, j'allais dire, en professionnalisation. On en a qui sont quasi pro, on en a qui sont au début, c'est assez hétérogène les situations. Et en fait, toi, tu bosses avec qui? Parce que je sais que tu as même bossé pour la télé. Alors là, c'était en tant que prof de chant. Coach, plus coach en fait. D'accord. Et donc, ça s'adresse à quel public? Plutôt aux pros en général. Alors, en fait, il y a plein de questions dans ta question, c'est pour ça que c'est intéressant. Je vais essayer de faire court, mais plutôt pour les pros. Alors, quand on dit pro, c'est les gens qui ont la conscience qu'il va falloir fournir du travail pour obtenir un résultat. Mais tu sais, quand tu es sur une scène, que tu sois amateur ou que tu sois pro, c'est la même problématique, en fait, véritablement. Donc, voilà, ce côté pro-amateur, la frontière, elle reste à déterminer parfois sur un plan strictement artistique. Elle est floue, elle n'existe pas. En revanche, selon moi, la différence du pro et de l'amateur, c'est que le pro, il doit le faire même quand il n'a pas envie. Il sait que c'est un boulot. C'est son job, donc il doit livrer le boulot, c'est important. L'amateur, il va jouer uniquement, c'est pas péjoratif, mais en tous les cas, sur l'argument du plaisir et de la motivation qui vient dedans. Et à côté, il fait autre chose. Tu vois, le pro, il a décidé de signer pour dire on fait la totale. Le bien, et le moins bien aussi derrière. Tu vois. Donc ça crée tout d'un coup des états qui t'obligent à aller chercher d'autres types de ressources. C'est-à-dire, même quand t'as pas envie, il faut le faire et il faut bien le faire. Et ça, c'est un ressort intéressant. Du coup, tu débarques un peu comme ça dans des problématiques très différentes d'un artiste à l'autre. Est-ce qu'il y a un truc que tu retrouves systématiquement chez tous les chanteurs, chanteuses, un problème? Quel est le problème le plus courant auquel tu es confronté dans ton métier en fait? C'est une vraie bonne question. Je ne dirais pas que c'est le problème, mais la situation la plus courante, déjà, c'est que je connais personne qui fait pas ça avec une vraie, complète sincérité. Donc je sais aussi ce que ça demande comme démarche. C'est dur en fait d'aller chanter, parce que c'est une vraie exposition. Donc
Donc il y a une question de pudeur, une question d'intimité à passer, c'est compliqué. Et ce que je peux te garantir en tous les cas, c'est que s'il y a un point commun entre tous les chanteurs de la planète, quel que soit leur niveau, quoi, des grandes stars jusqu'aux débutants, c'est quand t'es dans les loges derrière, le moment où il faut rentrer sur la scène, t'es comme ça. Tu vois, et tu feras de ton mieux, tu vas livrer de ton mieux. En même temps, c'est ce qui fait que c'est un vrai trip. Bien sûr, après t'apprends à le gérer, donc plus t'es pro, plus tu sais gérer. Oui. Mais crois-moi, c'est un point commun à tout le monde, quoi. Et ça, c'est une problématique. Je me souviens, il y a quelques temps, il y a quelques années déjà, avec Souchon qui disait qu'il avait mis 30 ans à apprécier la scène, détestait ça, et enfin il arrivait à y prendre du plaisir, parce que sinon il avait le truc de mettre à zéro. Barbara, c'est pareil, qui était malade avant de monter sur scène. C'est toutes ces histoires qu'on connaît, tu vois, sur le track qui va avec le talent, etc. Et tout ça. Alors après, t'as le côté un peu cliché, entre autres, qui va sortir. Et puis t'as ce moment, tout d'un coup, tu te retrouves en réalité avec des gens qui potentiellement peuvent perdre leurs moyens ou jouer contre eux. T'as super bien bossé, t'as tout préparé, t'arrives sur la scène, t'es pas capable de le livrer parce que t'es paralysé. Tu vois, là, c'est des choses, faut qu'on mette des solutions en face de ça. C'est super important. Et des fois, c'est là que c'est le plus important. Et tu interviens sur tout type de chanteurs, parce qu'il y a énormément de techniques vocales, il y a énormément de types de chants. Alors je ne vais même pas partir dans la world music avec des techniques de chant hallucinantes, mais j'allais dire entre le chanteur de hard rock qui fait du Led Zeppelin, ou alors pire du death metal, et la chanteuse lyrique, il y a quand même un fossé. En fait, toi, est-ce que t'es pertinent sur certains trucs et tu refuses d'intervenir sur d'autres, ou est-ce qu'il y a en fait une couche commune à toutes les techniques de chant sur lesquelles tu peux être de bons conseils finalement? Alors, là encore, la réponse, les deux, mon général. En fait, non, j'interviens pas sur tout parce qu'il y a des domaines dans lesquels je me sens pas légitime, moi. Le classique en fait partie, je suis pas un chanteur lyrique, même si je me suis penché sur les techniques lyriques, je n'ai pas moi de vécu de chanteur lyrique. D'accord ? Donc il y a un moment, ma transposition s'arrêtera. Death metal, certaines voix saturées. Pareil, j'ai une approche de ça, mais c'est pas ma pratique. Il y a des spécialistes qui font ça, qui font divinement, et je vais leur laisser avec grand plaisir le soin de faire ça. En revanche, là où tu as complètement raison, c'est qu'il y a des points communs. Et le point commun qu'il y a, par exemple, c'est que quel que soit le chant, tu as un support de mélodie. Donc, apprendre à suivre cette mélodie et à comprendre comment l'appréhension, la compréhension d'une mélodie va t'aider à chanter, ça a l'air évident comme ça, mais c'est pas aussi simple. On a vu dans le coaching, justement, tu poussais les chanteurs en fait, à visualiser leur voix, à la projeter mentalement, en fait, pour qu'après elles puissent se projeter le mieux possible dans l'espace. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une conclusion que toi t'as tirée. Ah oui, pardon. Parce que non, mais c'est intéressant, parce que t'en as vu ça. En tout cas, je voyais que tu les amenais vers une verticalité, en fait, dans le détachement de leurs notes, mais que finalement, ça pouvait amener... après, de là découlerait la façon... Enfin, découlerait ce qui transmettrait, en fait... et la projection découlait de là, même aussi. En fait, c'est comprendre et ressentir, là il va y avoir un débat intéressant, le geste que tu dois faire quand tu chantes. Quand tu chantes, c'est un geste, d'accord ? Si tu prenais des analogies un peu plus simples, j'ai souvent des analogies avec le sport comme ça, d'accord ? Tu prends le tennis, si tu veux jouer, il faut que tu comprennes quel est le geste que tu fais pour un coup droit, ou pour un revers, ou pour un service, d'accord ? Donc tu t'entraînes. Et grâce à ce geste, tu vas pouvoir jouer. Si tu connais pas le geste, t'es emmerdé. Tu vas être dans le filet où tu vas sortir du terrain. Donc l'acquisition technique, elle est importante. Ce qui est chiant en plus, c'est que le geste, il est interne là pour lui. C'est exactement ça. Donc, le geste, mais tu as tout à fait raison, c'est très pertinent. Et c'est une des problématiques. Donc ce geste, il faut que tu te le représentes. Alors tu as plein de manières pour ça. Tu peux le visualiser, tu peux l'entendre, tu peux le ressentir. Il y a plein d'accès possibles si tu veux. Donc moi, il y a un moment, je leur demande de reproduire en face d'eux la forme de la mélodie. C'est pas tant pour qu'ils s'en créent une image mentale. C'est juste que pour tout d'un coup, ils s'aperçoivent que des fois, ils chantent juste, il n'y a pas de problème. Mais qu'en fait, ils n'avaient pas une perception juste de la mélodie. Et c'est tout le paradoxe. Donc du coup, ils avaient une zone dans laquelle il y avait un petit espace de flou à un endroit. Moi, mon job, c'est de dire, tu peux pas laisser un espace de flou comme ça dans un titre à toi quand tu montes sur une scène. Il ne s'agit pas de le chanter différemment, il s'agit d'être sûr de ce que tu vas aller chanter. Tu vois, c'est cette nuance-là qui est importante. Après, que du coup, ce soit représenté une image mentale, qu'il ait entendu différemment, qu'il ait cherché une couleur, qu'il ait une sensation interne, plus chaud, plus froid, plus haut, plus bas, plus facile. Tu peux jouer avec plein de choses comme ça. Ça, après, c'est comment on va échanger, évoluer ensemble pour réussir à être confortable. Je suis à cette hauteur. Ma note, en soi, elle est juste. Donc mon pitch est bon, d'accord, ma justesse est correcte. Mais si je prononce pas complètement le son, si je relâche un peu les lèvres,
Tu vas voir. On a l'impression que c'est bas. Alors pourtant, le pitch est bon, mais la voyelle n'est pas terminée. En fait, elle n'est pas finie de construire. Donc c'est la voyelle qui est basse, c'est pas la note. Tu vois cette nuance-là. En revanche, tu peux avoir Dans le contexte du tremplin, tu as travaillé avec des artistes qui chantaient majoritairement en anglaise. Oui. Le coaching, c'est différent suivant qu'on bosse sur de l'anglais, du français, enfin il y a des choses qui changent. Toi, dans ton approche ou pas? Je pense pas quelque chose qui change dans l'approche. Ouais. L'approche reste la même. Ouais. Après, tu vas avoir des différences propres à chaque langage. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que le français va avoir ses propres caractéristiques. Ouais. J'allais dire le rendre musical, c'est pas qu'il l'est pas, mais en tous les cas pour valoriser la musicalité du français. Ouais. Et puis même chose du côté de l'anglais. C'est-à-dire dans chaque langage, tu as des éléments qui vont jouer pour et des éléments qui vont jouer parfois contre. Ouais. Donc on va chercher comme ça à trouver la meilleure manière de faire sonner en fait. Ouais. Et surtout, ça c'est un mot que je prononce beaucoup avec en coaching, c'est d'être cohérent. Ouais. C'est-à-dire de quoi tu as envie, comment tu veux que ça marche. Et est-ce que tu remarques ces distorsions de langue? C'est-à-dire, est-ce que les Français abordent l'anglais à la française? Bien sûr. Ou les Anglais abordent le français à l'anglaise? Il se trouve que j'ai de la chance dans mon métier de coach et de directeur vocal de travailler souvent avec des chanteurs anglais, donc vraiment des Anglais ou des Américains, ouais. Et des chanteurs français. Et les Québécois, entre les deux. Et les Québécois aussi, aussi tout à fait. Et oui, il y a des vraies différences, il y a des vraies grosses différences culturelles. Il y en a plein, ce serait assez schématique en fait de les exposer. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les Anglais sont très bien formés. Ouais. Ils ont des écoles qui leur permettent d'arriver, ils sont très solides. Ouais. Et puis ils ont cette culture anglo-saxonne d'une forme de rigueur et d'hyper-efficacité. Ouais. Ça, je leur enlève pas. Ouais. Le pendant, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rigidité dans la manière de faire les choses. Ouais. Des fois, quand il s'agit de changer tout d'un coup de méthodologie, ça peut devenir compliqué. C'est un peu ce qu'on remarque finalement dans le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que c'est super maîtrisé, mais c'est vrai qu'on sent que tout ça est sur des rails, qu'il y a des pratiques qui sont faites. Mais c'est des vraies vertus, et ça marche. Et ça marche, tout à fait, ouais. Et ça fait des très bons films. Hein, et c'est très pro, et c'est facile de bosser avec eux, et c'est un bonheur. Ouais. Le français, de l'autre côté, il arrive, si je suis vraiment caricatural, mais il est un peu bordélique, si tu veux. Tu vois, c'est un peu, on va organiser un peu comme ça vient. Il est moins structuré. Ouais. Du coup, en général, il est moins efficace au départ. Ouais. Par contre, j'ai pu l'observer sur du long terme, quand tu mets en plus ces deux populations ensemble, c'est juste génial. Ouais. Parce que du coup, tu te retrouves avec le meilleur des deux mondes. Oui, et le français, il va progresser un peu plus lentement, mais par contre, il va toujours être dans cette possibilité d'aller faire différemment, d'aller ouvrir, d'aller chercher autre chose, d'aller une aspérité. Donc il est plus malléable à ce niveau-là, mais du coup, il est moins structuré. Mais quand tu mets les deux cultures ensemble et que tu les complètes, tu as des résultats mais magnifiques. Ouais. C'est pour ça que je suis très réticent, à titre personnel en tous les cas, au débat qui oppose le fait de chanter en anglais, le fait de chanter en français, qui existe, tu vois, mais plutôt être toujours dans cette recherche de complémentarité, plutôt de position, quoi. Ouais. Je préfère. Ouais. Et je me demandais aussi, on parlait de la différence français-anglais, est-ce que le coaching vocal il est très différent pour le studio ou pour le live? Ou est-ce que chanter, c'est chanter? J'imagine que c'est différent, mais... Ouais, très. Ouais. Quand tu fais du studio aujourd'hui, surtout aujourd'hui, en général, après ça dépend de la philosophie que tu mettras dedans, mais tu fais du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu l'as une fois, c'est bon. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc au pire, tu peux même diriger des gens sur des endroits un peu excessifs, chercher comme ça, et tout d'un coup tu attrapes quelque chose, et putain génial, on a une phrase fantastique, on va pouvoir la monter, etc. Tu vois, et arriver à une version studio qui va être passionnante, parce qu'on a ce côté montage. Ouais. Le live, c'est du théâtre. Ouais. Donc ça veut dire que tu dois fixer un certain nombre d'éléments, et tu dois être capable de les refaire au moment où tu en as besoin, d'être sur une régularité. Donc en fait, t'es pas dans la même philosophie, même si ça reste chanté, même si ça reste les mêmes outils. C'est la différence théâtre et cinéma. Exactement ça. C'est quelque chose qui peut être noté, mais t'as quelque chose qui va être dans l'instant, en vérité directe. Et surtout, et j'insiste sur ça, la nécessité d'être capable de le refaire. Quand tu fais du live et quand t'es pro, on ne demande pas d'être génial une fois de temps en temps. On te demande d'être bon tous les jours. Et bon tous les jours, c'est beaucoup plus dur que génial une fois de temps en temps. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que prof de chant, coach vocal, justement d'autotune? J'en pense que c'est un outil, et comme tous les outils, Autotune est un outil neutre au départ. Je peux m'excuser.
te la rajoute en ce moment. Un outil est neutre, d'accord? Ce qui va faire d'un outil ce qui sera, c'est ce que tu vas en faire toi. Ouais. Je pense qu'Autotune est un outil fabuleux, comme Melodine, etc. Et tout. Quand tu fais un album, et qu'il y a un moment, tu as une prise avec énormément d'émotions qui a été très réussie, et à l'intérieur, tu as un petit endroit qui gagnerait de corriger. C'est-à-dire, si c'est utilisé avec parcimonie, tu vas valoriser par un effet quelque chose qui existe déjà. Donc dans ces cas-là, moi je dis, mais il n'y a aucune hésitation possible. Tu te sers bien d'équaliseur, tu te sers bien de compresseur, tu te sers bien de reverb. Donc tu recrées quelque chose, d'accord? Et puis, l'autotune, ça fabrique pas de l'émotion de toute manière, hein. Ça fait corriger quelque chose qui est mesurable. Là, je dis c'est génial. Après, à partir du moment où on commence à dire, on met un autotune en automatique, on balance quelqu'un qui sait pas chanter. Parce que ça se fait sur les blagues. Alors, autotune en effet, autotune en correcteur. Tu vois, là encore, tu as deux utilisations. Moi, je suis pas fan de l'effet, mais c'est une question esthétique personnelle, ça me plaît pas beaucoup, ces décrochages. Ça, c'est une question d'esthétique, hein. Il y a des choses qui me plaisent pas. J'ai aucune critique sur ça. Après, en tant que correcteur automatique en live, là je trouve pour moi on a débordé, on est passé dans un autre problème. Si tu as un chanteur ou une chanteuse qui a des problèmes de justesse, de toute manière il faudra les résoudre. Donc il faut s'y prendre à la source et pas par la mécanique. La question que je me posais, on a des exemples comme ça, je sais pas si tu vois les Red Hot Chili Peppers, le chanteur a des grosses limites en termes de chant quand il a commencé. J'allais dire, limite, la fausseté fait partie de sa signature vocale. C'est ce qui donnait à certaines de leurs ballades où il est au taquet, il essaie de monter dans les aigus en voix pleine et il n'y arrive pas. C'est ce qui donnait presque le truc, l'émotion. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il chante beaucoup mieux, parce qu'il a dû prendre des cours de chant, parce que, je sais pas, les parties sont mieux écrites. Mais du coup, il y a moins cette émotion, c'est-à-dire, est-ce que toujours le mieux techniquement est profitable artistiquement? Non, bien sûr, on sait que l'exécution technique parfaite n'est jamais garante d'une forme d'émotion réussie, tu vois. Donc non, bien sûr que non. Mais c'est un débat complexe. En fait, chanteur, c'est un métier absurde. Parce que c'est un des seuls métiers dans lesquels t'as pas besoin d'être un bon exécutant pour faire une carrière. Tu peux chanter faux à côté, des fois mal, et que t'aies un bel univers et que ça marche. Et à côté de ça... tu peux avoir le prix Nobel même. C'est fantastique. Non mais, je veux dire, si t'es batteur et que tu joues pas en rythme, t'as beau avoir un bon son de claqueur, tu joueras pas, quoi. Tu vois, donc chanteur offre ça. Donc c'est à la fois génial et à la fois, du coup, ça pète un certain nombre de règles. C'est-à-dire que tu dis, en fait, tu sais jamais ce qui va se passer. Tu vas te retrouver avec des prestations techniquement fantastiquement exécutées, mais froides. Et puis tu as des prestations techniquement déficientes, mais qui amènent du coup quelque chose d'intéressant. Après, moi je reste convaincu, parce que je l'expérimente, parce que je le vis, parce que je le vois, qu'on peut aussi faire des prestations parfaitement exécutées, qui sont absolument chaleureuses et pas froides. Et que quitte à viser quelque chose, c'est ça qui va m'intéresser. C'est-à-dire qu'il y a un moment se contenter de dire, sous prétexte qu'il y a de l'émotion, si c'est pas bien exécuté, c'est pas grave, l'argument ne me plaît pas. L'argument ne plaît pas parce qu'en fait, on scie la branche sur laquelle on s'assied quand on fait ça, c'est dangereux. Et l'argument qui consiste à dire, il faut que ce soit parfaitement exécuté, toujours, avec rigueur, etc., quitte à casser l'émotion, c'est une connerie sans nom. Parce qu'on est là pour échanger quelque chose. Mais, encore une fois, si un artiste ne se sent pas en progression, il va passer à côté de quelque chose. Et le fait que cette évolution est nécessaire dans l'écriture, dans l'expression, dans la qualité d'exécution, dans les progrès. Je me souviens d'un truc qui m'avait touché. C'était Nougaro, quand il avait fait Embarquement immédiat. Donc ça doit être 98, 99, quelque chose comme ça. Il est interviewé au journal de 20h. C'est Nougaro, quoi. Tu vois. Et donc moi je regarde ça comme un gosse devant le Père Noël. Et on dit alors sur cet album, il est interviewé par Claire Chazal. Et Nougaro dit, oh, je pense que l'album a été bien et j'ose le dire, il me semble que j'ai l'impression d'avoir fait quelques progrès de chant, j'ai l'impression que je chante un peu mieux. Et j'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire. Voilà. Et là j'ai envie de dire, j'ai envie de m'inspirer de ça. Tu vois, de dire, ce monsieur qui n'avait plus rien à prouver depuis longtemps, qui était même sur la fin de sa carrière, mais si on ne savait pas encore à ce moment-là, qui tout d'un coup dit en toute modestie, je pense que j'ai fait quelques progrès, donc j'ai fait l'effort d'aller vers ça. Et ça aujourd'hui, tu vois, allez, je vais jouer au vieux derrière. Il y a des moments, dans certaines relations avec les artistes, avec les productions et tout, tu dis, oubliez pas ça, quoi. Oubliez pas ça. C'est que ça reste ça bas. Ceci dit, c'est un truc qu'on trouve chez tous les grands artistes et les artistes tout court. C'est-à-dire, cette impression, parfois, il faut avoir suffisamment d'orgueil pour penser qu'on est le meilleur chanteur du monde le soir, et suffisamment de doute
pour se dire en réécoutant le lendemain matin que ce qu'on a fait c'est que de la merde et qu'on était vraiment bourré pour trouver que c'était bien. Moi je connais aucun artiste qui doute pas, et je pense qu'un artiste qui arrête de douter, de toute manière ça va poser problème. Je dirais pas qu'il est plus artiste, mais ça va poser un problème à un moment. Parce que c'est le doute aussi, c'est cette inquiétude, c'est certaines nuits blanches à douter de soi, mais qu'est-ce que je fais, etc. Qui fait que qu'il va se passer d'autres choses. Ça rend aussi les artistes des gens, ça fait des artistes des gens complexes, ça fait des artistes des gens des fois pas faciles, ça fait des artistes des gens égocentrés, c'est vrai aussi tout ça. Voilà, ça fait partie du jeu. Alors avec certains qui sont dans l'excès, d'autres qui sont mesurés, d'autres qui le contrôlent, d'autres qui sont parfaitement sans équilibrés, d'autres qui sont barrés, d'autres ont des failles, mais tu vois, tu as forcément un moteur derrière quelque chose qui a besoin d'être exploré. Voilà, et ça reste la chose fabuleuse des artistes qui vont continuer à amener, que ce soit par le chant, par la musique, par la danse, par le théâtre, par la peinture, peu importe. Le moyen d'expression finalement n'est qu'un prétexte, mais qui ont un coup une prise de parole à avoir, quelque chose à dire, un propos, quelque chose à défendre, et pas juste simplement j'ai acheté le dernier son à la mode et on va essayer de faire pareil, quoi. Alors je te prie de m'en excuser, pour la dernière question, je vais te poser des questions bateau de merde. Avec plaisir. Parce que tu nous racontais pendant le coaching vocal que le chant, justement, c'est particulièrement la discipline dans laquelle tout le monde commence à chanter sans jamais avoir pris un cours. Et quel est finalement, parce que donc les 3/4 des gens chantent sans jamais avoir pris un cours, quel est le conseil le plus basique que tu pourras donner à ces gens-là? D'aller voir un prof de chant, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permettrait déjà de mieux chanter? Est-ce que tu as De mieux chanter, je peux pas te dire. En revanche, le conseil que je donnerais toujours, là aussi je vais répondre de manière très simple et assez évidente, c'est avant tout le boulot, faut bosser, encore, faut recommencer. La régularité, super important. Et la curiosité. Toujours se demander comment on pourrait faire différemment. Comment, et pas toujours vouloir refaire pareil en se disant au bout d'un moment ça va passer. Ça c'est le lapin qui tape dans le mur, quoi. C'est voir les choses différemment, se poser des questions, chercher, être curieux, ne pas énoncer de vérité. De toute manière, c'est comme ça qu'on chante. Laisser les champs ouverts, regarder où ça mène, rencontrer des gens, parler. Pas forcément des profs, t'as des gens qui fabriquent du cours de chant sans aller voir de prof. Il faut que la démarche soit cohérente. Des fois, tu discutes avec d'autres musiciens, tu apprends plein de choses. Tu discutes avec d'autres chanteurs, tu apprends plein de choses. Des fois, un échange peut être plus enrichissant que 6 mois de cours. C'est possible, ça peut déclencher. Donc, il n'y a pas de règle là encore. Si on se sent d'aller voir un prof, il faut le faire. Si on ne se sent pas, c'est que c'est pas le moment, il ne faut pas le faire, etc., etc. Après, il n'y aura que des cas particuliers, mais cette curiosité, puis l'envie, il faut avoir envie. C'est un besoin. Merci. Un plaisir.